Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui ont pour but de t'aider à réviser ton bac en 3 étapes. Première étape, je vais te présenter 3 aspects de l'œuvre qui me paraissent indispensables à maîtriser parfaitement pour la dissertation sur œuvre. Il y en a d'autres, mais à mon sens, tu ne peux pas faire l'impasse sur ces 3-là. Voilà, j'en sélectionne que 3. Tout d'abord, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est une œuvre vraiment unique, d'abord dans sa forme, puisque c'est un calque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle ressemble donc à un texte de loi. En effet, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reprend la structure de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, avec ses 17 articles, pour corriger les manquements concernant les droits des femmes. Un geste donc audacieux, qui ne manque pas d'ironie. Forcément, cette déclaration se caractérise par conséquent par une écriture juridique. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne adopte donc un style juridique qui repose sur un lexique et une syntaxe propre au texte de loi. Cela se remarque entre autres par l'utilisation récurrente du présent de vérité générale, d'un ton solennel ou encore de tout le lexique qui relève du droit. Deuxième axe qui me paraît essentiel, il faut travailler le fait que c'est un texte avant tout engagé. Un texte engagé aux revendications multiples. Olympe de Gouges blâme les hommes qui profitent égoïstement de leurs privilèges dans la société. Elle critique également vivement les esclavagistes, en exprimant son indignation face au paradoxe de la Révolution qui ne respecte pas ses engagements d'égalité pour tous. Le ton est donc résolument polémique. On peut donc considérer ce texte comme un texte novateur car il contient des revendications majeures pour l'égalité. Il revendique une indépendance financière, il revendique le droit de vote, le droit au divorce. Troisième aspect, c'est une œuvre des Lumières. Il faudra étudier dans un premier temps le fait que c'est un pastiche ironique. Le premier article, féminisé avec malice, met tout de suite en lumière ce grand vide de la Déclaration de 89, qui a oublié les femmes. Alors certes, le terme « homme » est générique, mais il invisibilise bien les femmes, ainsi déchues de leur rôle de citoyennes, qui n'ont pas du tout accès aux mêmes privilèges que les hommes. Olympe de Gouges utilise donc l'art de la variation, de la réécriture dans la formulation des droits, faisant des ajouts subtils, révélant un travail de réécriture conséquent. Et ce travail d'écriture représente la pensée d'une femme des Lumières. On a en effet toutes les revendications des Lumières. La revendication de la liberté d'opinion, un principe phare des Lumières. La déclaration compare effectivement la situation des femmes à celle des esclaves noirs, prenant donc l'égalité pour tous. Elle valorise constamment l'argument de la raison et de la loi de la nature, reprenant ainsi les principaux arguments d'autres philosophes des Lumières. Voici 10 citations essentielles pour comprendre et analyser l'œuvre. Tout d'abord, pour illustrer le fait que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne soit une œuvre singulière dans sa forme, et qui, en tant que calque de la DDHC, ressemble à un texte de loi, tu peux citer tout simplement, de façon générale, la structure de l'œuvre, qui, en étant un pastiche de la DDHC, reprend sa composition, avec ses 17 articles. De façon très simple aussi, tu peux également citer le titre de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est bien sûr une réécriture de la Déclaration de 89, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Plus précisément encore, dès le premier article, il sera facile d'identifier le sous-texte juridique que constitue la DDHC. Je t'invite à mémoriser cet article assez facilement. Article 1, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Toujours pour ce premier enjeu, nous avions aussi identifié les caractéristiques d'une écriture juridique. On peut prendre comme exemple le fait que dans le postambule, à travers la forme du contrat social de l'homme et de la femme, Olympe de Gouges propose un véritable contrat conjugal juridique qui est très empreint par des tournures lexicales et syntaxiques que l'on retrouve dans les textes de loi. Tu peux mémoriser le début qui se caractérise par une formulation juridique à valeur performative. Nous, N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels aux conditions suivantes, etc. etc. En effectuant un travail plus poussé, je te conseille d'apprendre cet extrait de l'article 3 lorsqu'il précise la définition de la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Lignes 1 et 2. Deuxième axe majeur, c'est un texte engagé aux combats multiples. Alors travaille ce que tu veux finalement dans le préambule et dans le postambule à partir du moment où tu te concentres sur la dimension polémique du texte. En effet, ces extraits sont des textes fortement accusateurs. On peut prendre des extraits de Les droits de la femme par exemple, qui sont des mises en accusation de l'homme. Plus précisément, une accusation d'une femme en colère. Tu peux retenir facilement cet extrait. Homme, es-tu capable d'être juste ?
À travers cette apostrophe, Olympe de Gouges blâme les hommes qui profitent égoïstement de leurs privilèges dans la société. Elle s'en prend aussi aux femmes qui acceptent passivement cette inégalité. À travers cette citation facile à retenir, « Femme, réveille-toi ! Le Tosquin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits !» Nous avions aussi vu que c'était un texte novateur et révolutionnaire car il contenait des revendications majeures pour l'égalité. Il demandait l'accès pour les femmes à tous les métiers. Il revendiquait l'indépendance financière, le droit de vote, le droit au divorce, etc. Une citation pour illustrer les revendications concernant l'égalité homme-femme, peut-être que tu peux retenir l'article 6. C'est aussi une femme au combat multiple puisqu'elle combat également les esclavagistes. Tu peux t'appuyer sur cette citation-là. Les colons prétendent régner un despote sur des hommes dont ils sont les pères et les frères dans le postambule. Enfin, un enjeu majeur à travailler, le troisième, le dernier que nous avions vu, c'était de démontrer qu'il s'agissait avant tout d'une œuvre des Lumières, l'œuvre d'une femme des Lumières. Travaillons tout d'abord la dimension ironique de ce pastiche. Un pastiche ironique parce que c'est une écriture qui répare les injustices et qui place la femme en première position. Article 2, tu peux mémoriser les droits imprescriptibles de la femme et de l'homme. La dimension ironique de ce pastiche est le signe d'une écriture des Lumières. Et puis en ce qui concerne les revendications et les différents combats, tu peux citer les combats concernant la liberté d'opinion, notamment avec son célèbre et prémonitoire article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales, la femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Elle valorise également les arguments de la raison, ainsi que la loi de la nature, comme dans l'article 5 que tu peux mémoriser facilement, les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Voici le sujet. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n'est-elle qu'une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 ? On identifie rapidement la négation restrictive, composée de nœuds que. Le sujet nous invite donc clairement à remettre en question la thèse qui consiste à dire que la Déclaration des droits de la femme n'est fondée que sur une intention de réécriture. Cependant, il s'agira tout de même d'envisager les éléments qui sont caractéristiques de cette réécriture dans un premier temps, afin de montrer par la suite que l'œuvre ne s'y réduit pas. Ainsi, se présentant d'abord comme un calque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, la question se pose de savoir si cette déclaration n'est qu'une simple réécriture ou si elle constitue une œuvre littéraire en tant que telle. Dans un premier temps, une première partie répondra ainsi à cette problématique. Certes, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne peut, bien sûr, être considérée comme une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme. Sa forme juridique résulte donc du fait qu'elle calque la DDHC. Petit a, c'est un texte ambitieux, une réécriture ambitieuse présentée à l'Assemblée. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reprend donc complètement la structure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 789. Avec ses 17 articles, l'enjeu est bien de corriger les lacunes qui étaient contenues dans la Déclaration de 89. Ces lacunes visent à restaurer la place des femmes dans le texte, afin de corriger les manquements à leurs droits. C'est un geste audacieux. Bien sûr, cette similarité est évidente dès l'ouverture de la déclaration. Je te renvoie aux exemples qui ont été présentés dans la vidéo précédente. Petit b, tu peux travailler l'écriture juridique, qui fait qu'il s'agit d'une œuvre qui, évidemment, ressemble à une simple réécriture de la DDHC. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne adopte en effet un style juridique qui est composé notamment du lexique et d'une syntaxe propre au texte de loi. Cela se remarque entre autres par l'utilisation récurrente du présent de vérité générale, le ton est souvent solennel et assertif, et puis on a de nombreux termes génériques qui relèvent du droit. Dans une deuxième partie, on essaiera d'aller au-delà. Certes, il s'agit d'une réécriture de la DDHC, mais avant tout, il s'agit d'un texte engagé, au combat multiple. Petit a travaille la dimension polémique qui traverse l'ensemble de l'œuvre. Le préambule et le postambule sont des textes véritablement accusateurs sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Effectivement, Olympe de Gouges blâme les hommes qui profitent égoïstement de leurs privilèges. Elle critique aussi toute forme d'inégalité et d'injustice, c'est pourquoi elle critique vivement également les esclavagistes. Elle exprime finalement son indignation suite à la Révolution française, qui n'a pas tenu ses promesses, ses engagements d'égalité pour tous et d'universalisme. Le ton est donc absolument polémique. Petit b, il s'agit d'un texte avant-gardiste, d'un texte novateur qui porte en lui les grands combats féministes à venir. Ce texte est novateur
parce qu'on a des revendications majeures pour l'égalité. Elle revendique en effet pour les femmes un accès à tous les métiers, notamment aux fonctions importantes dans la société. Elle revendique une indépendance financière, le droit de vote, le droit au divorce, ainsi que d'autres droits concernant la famille. Ce sont pour la plupart des combats d'Olympe de Gouges, des combats qui verront leur avènement au XXe ou au XXIe siècle. Enfin, dans un grand 3, certes il s'agit d'une réécriture qui finalement est un texte de combat, mais avant tout, c'est peut-être l'œuvre d'une autrice majeure du XVIIIe siècle. C'est avant tout une œuvre qui est emblématique de la littérature des Lumières. Afin de prouver cela, dans un premier temps, travaille le fait que ce pastiche, cette réécriture, n'est pas qu'une simple réécriture, mais une réécriture qui va utiliser l'arme privilégiée de l'esprit des Lumières, c'est-à-dire l'ironie. Le premier article, comme les suivants, est féminisé avec malice et met immédiatement en lumière ce grand vide de la déclaration de 1789 qui a tout simplement oublié les femmes pour un texte générique. Certes, le terme homme est bien générique, mais il invisibilise tout à fait les femmes, ainsi déchues de leur rôle de citoyennes. On terminera par une sous-partie qui rappelle que l'œuvre concentre la plupart des éléments de la pensée des Lumières, que ce soit des articles qui revendiquent la liberté d'opinion, revendiquent la liberté d'expression, revendiquent une égalité pour tous, universelle et sans condition, de statut, de race, etc. C'est aussi un texte qui valorise constamment l'argument de la raison, qui s'appuie sur la loi de la nature, et qui met en avant la modération politique. C'est donc bien un texte des Lumières dans lequel on retrouve toute la pensée des Lumières. Ainsi, se présentant d'abord comme un calque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous avons pu démontrer que ce n'était pas une simple réécriture qui empruntait des tournures juridiques au sous-texte de la Déclaration de 89, mais bien un texte qui constitue une œuvre littéraire en tant que telle. Une œuvre littéraire qui s'inscrit pleinement dans le mouvement de l'esprit des Lumières, puisqu'elle regroupe l'essentiel des principes fondamentaux de la pensée des philosophes des Lumières. Merci et bonne chance à tous!